Bon, on va essayer de prendre un peu le sujet fiscalité. Là, ça fait déjà 1h05 qu'on est là. Voilà, on est arrivé à pas trop, dérailler sur le sujet. Je voulais éviter qu'on parte sur des débats politiques ou quoi que ce soit, c'est pas l'idée, hein. On reste focalisé sur la crypto. De toute façon, vous connaissez un peu le fond de notre pensée, ici. Je vais prendre des questions fiscalité et on va essayer de rebondir un peu sur cette manière-là. Alors attendez. Alors, je si j'en ai raté, n'hésitez pas à les remettre dans le chat, hein, parce que, là, il commence à y avoir pas mal de messages. Alors, Alexandre, il semble que les revenus en lending sur AV doivent être taxés à 30%, même sans conversion en fiat. Pas de possibilité de déduire les intérêts pour le borrowing. La DeFi est-elle viable en France? Alors, au niveau du revenu sur le lending, oui, dans certains cas, effectivement, il y a cette taxation parce qu'il y a, événement imposable. Donc après, quand on parle de 30%, c'est, la flat tax, mais aujourd'hui, il y a possibilité de l'intégrer dans l'IR aussi, hein. Il y a des choses à faire, il y a des optimisations à faire, mais là, globalement, il faut parler à un fiscaliste, c'est pas mon domaine, la partie optimisation. La partie DeFi, est-ce qu'elle est viable en France? Je pense que sous certaines conditions, elle l'est, pas, sous toutes. Il y a des choses qui, dans certains cas, ne sont considérées que comme de l'échange de crypto à crypto. Il y a certains cas où ça va être considéré comme du prêt et donc fiscalisé sous cette, manière-là. Il y a certains éléments où quand vous allez avoir des revenus passifs sur des RWA, ça va être fiscalisé d'une autre manière. La partie DeFi aujourd'hui, chaque cas est différent et en fait, c'est surtout le niveau d'implication que vous allez avoir dans le protocole et de ce sur quoi va être, posé le protocole. J'en parlais justement avec le fiscaliste sur cette thématique-là et je vais vous mettre un lien, vous allez voir, je pense que ça va vraiment vous intéresser. J'ai pris 10 questions que les personnes ont l'habitude de se poser et j'en ai fait une vidéo en fait avec le fiscaliste en direct. Donc, je vous invite à aller, regarder, cette vidéo pour en savoir un petit peu plus. Mais c'est une des thématiques que j'avais abordées et en fait, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'on ne peut pas dire, le lending comme ça, c'est fiscalisé de cette manière-là. Ça dépend du protocole et ça dépend de comment il génère, en fait, son argent. D'où l'importance de connaître le protocole et si vous faites du lending sur 10 protocoles ou par exemple sur des trucs comme Morpho qui vont être des surcouches de surcouches de surcouches, fiscalement parlant, c'est une grosse galère. Donc, si vous voulez pas vous embêter, pas de DeFi en France. Après, pour moi, il reste des choses à faire et je vous invite en fait à échanger avec un fiscaliste, vous dire: «Voilà, je veux utiliser ce protocole-là, je veux faire ça de cette manière-là» et lui, il va vous dire comment c'est fiscalisé. Parce que là, il faudrait prendre tous les protocoles, chacune leur manière de compter pour arriver à faire ça. N'hésitez pas à reposer vos questions, hein, si je les ai, si j'en ai raté. Je vais alors, hop, attendez. J'essaie de remonter dans le chat, hein, ne m'en voulez pas. Avec cette règle, impossible de savoir quoi faire proprement, utiliser des poules de liquidité car il y a des fees, mais des grosses pertes impertinentes, je pense que c'est impermanentes. Les pertes impermanentes, elles sont validées uniquement quand tu retires tes liquidités. Donc normalement, il n'y a pas de problématique de ce côté-là. Et normalement, si tu fais ça à titre perso, tu pas forcément l'histoire des moins-values et des plus-values qui sont calculées. En société, ça peut être le cas. Et comme dit Larios, il y a 2 façons, tu déclares tes bénéfices en BNC ou tu ne fais rien, tu payeras au moment du calcul de la plus-value. C'est pas tout à fait vrai. Ça dépend vraiment du protocole et de comment il fonctionne. J'ai eu plein d'interviews, l'administration fiscale tolère cette pratique, prendre juste 6 conversions à la PV. Pour le moment, pour eux, c'est pas l'esprit de la loi. Alors, c'est le gros problème. En fait, il faut bien comprendre que la fiscalité française, c'est des interprétations de la loi. C'est-à-dire que si vous arrivez à justifier pourquoi vous avez fait ce calcul-là, que vous apportez les documents et vous dites voilà pourquoi je l'ai compté de cette manière-là, vous allez peut-être être rectifié, mais on ne pourra pas forcément vous apporter de la mauvaise foi. Par contre, si vous arrivez, vous dites j'ai compté comme ça parce que ça m'intéresse, moi, fiscalement, de compter comme ça, ils vont vous rentrer dedans allègrement. Et ça, c'est toujours la notion qu'il faut avoir de ce côté-là. Oui, mais ils savent que si tu veux te conformer au mieux à la loi, en réalité, c'est difficilement applicable, voire incalculable, exactement. Et c'est pour ça que je vous dis, essayez de sortir un maximum de documents, d'en parler avec des fiscalistes pour avoir vraiment des détails précis et vous dire: «Voilà ce qu'il m'a dit, voilà le document que j'ai préparé. Si jamais il y a contrôle, voilà, je suis capable d'attester, que, je l'ai fait de cette manière-là. Pourquoi je l'ai fait de cette manière-là?» Heu Alors, autre question. Si on souhaite sortir en fiat pour la fiscalité, on passe souvent par des tiers type Waltio.
et on donne le solde de ces wallets à l'État. Pas peur en cas de fuite de données et homejacking. Alors, premièrement, déjà, si tu veux sortir en fait en fiat, tu passes pas par un logiciel de calcul fiscal. Donc ça, déjà, je pense qu'il y a un petit problème. Tu passes par une plateforme d'échange centralisée dans la grosse majorité des cas, soit un Binance, Kraken ou Coinbase. Et Waltio, ça permet d'agréger des données. Par contre, il faut faire attention, les calculs sont très, très souvent foireux. Et je ne parle pas que de Waltio, je parle de tous les logiciels qui sont comme ça. Parce qu'il faut que vous l'adaptiez à votre situation. C'est-à-dire que la première chose, vous regardez déjà que le logiciel ait collecté toutes vos données. Souvent, il y a des trous dans la raquette déjà à ce niveau-là. À partir de là, il faut faire le calcul. Le calcul, soit vous avez juste acheté et vendu quelques années après, c'est un calcul classique de plus-value. Soit si vous avez fait un peu de farming, un peu de stacking, que vous avez fait un peu d'achat, de revente, là, ça va se corser de manière un peu plus importante. S'il y a eu des airdrops et autres, ça va vite se corser. Et après, pas peur en cas de fuite de données. S'il y a le lien entre ton prénom et ton adresse, potentiellement, oui, là, ça peut poser des problèmes. Mais comme il y a eu des fuites sur plein d'autres choses. Donc, ces logiciels qui sont bien, qui vous permettent d'agréger des données, mais il ne faut absolument pas leur faire confiance pour la déclaration fiscale parce que vous êtes légalement responsable de ce que vous déclarez. Faites très attention. Et des calculs qui en sont faits, hein. L'appli Waltio est en ligne ou en local. Après, normalement, il y a le RGPD, mais bon, on sait qu'il peut y avoir des fuites de données sur le RGPD. Voilà, c'est bien, tu as rigolé en même temps que moi quand tu as lu RGPD. Pour avoir travaillé dans la cybersécurité, le RGPD, c'est très gentil, c'est une belle norme européenne qui sert à rien. Vraiment, elle sert à rien. Hormis dire, on peut vous coller une amende si vous ne respectez pas correctement le processus de protection des données personnelles. Dans 99,9% des cas, vos données personnelles se battent dans la société en mode à l'arrache, pas protégé. C'est très très rare. Les seuls qui font un peu attention à ça, c'est ce qu'on appelle les HDS. C'est les hébergeurs de données santé qui, eux, ont cette réglementation qui est beaucoup plus lourde depuis bien plus longtemps et qui sont obligés de mettre un peu le nez dedans. Sinon, tout le reste, ils n'en ont rien à faire. Et Waltio, si je dis pas de bêtises, c'est un truc en ligne. Je n'ai pas souvenir que ce soit en local. Hop, je reprends, je descends le chat au fur et à mesure, hein. Après, on pourra peut-être parler qu'il y a des vraies problématiques aussi, hein. C'est pas la RGPD qui va te protéger des fuites de données, notamment avec le KYC. On a Coinbase très récemment, hein, qui s'est fait péter à travers un prestataire externe et du coup voler les données des utilisateurs. Mais bon, parce que je pense qu'il y a des nouveaux aussi qui n'ont pas entendu ça, donc je préfère le répéter à chaque fois. Le Ouais. KYC en crypto, c'est un gros honeypot en fait, et ça sert uniquement à contrôler les mecs lambda comme toi et éventuellement à t'exposer lors des fuites de données, parce que ce qu'on a vu avec le hack de Bybit, c'est que les Nord-Coréens, ils ont fait passer ça comme une lettre à la poste. Pour 100 balles, t'achètes un faux compte avec KYC sur des plateformes bien dédiées à ça, et tu passes tes fonds comme une lettre à la poste, donc ça protège rien du tout non plus. Le fait d'être tout KYC, avec tout contrôlé, savoir qui a quoi, ça marche bien, mais dans l'idée, si tu as des gens qui achètent des comptes KYC alors que c'est pas eux, ça, bon, ça enlève un peu le truc, le propos de la Bah, chose. de tout temps. Et du coup, au final, Tout. les seuls que ça dessert, c'est les mecs qui sont honnêtes, qu'on rappelle 99% des utilisateurs de la crypto et des transactions, qui sont honnêtes et legit, mais du coup, ça sert à les exposer en fait. Donc potentiellement, voilà. Et justement, c'est un peu cette problématique-là, d'où l'arrivée du zero knowledge, où on est censé pouvoir faire preuve de notre identité, parce que c'est le plus important, sans pour autant divulguer nos informations. Mais ça, c'est pareil, on en est encore qu'au tout début, et peut-être que c'est l'un des intérêts du RGPD, c'est de pousser un peu ces solutions-là. Mais quand on voit à quel point ils sont à la ramasse à côté sur tout un tas de choses, par exemple, là, dans les petites nouveautés fiscales un peu croustillantes, tu vois, tu nous dis, on est obligé de renseigner, si on renseigne nos wallets chez Waltio, on se met tout nu devant le fisc français. Légalement, je parle bien de légalité, tu es censé déclarer tous tes comptes ouverts à l'étranger. Ça, c'est pas nouveau. Même si tu avais une banque ouverte à l'étranger, tu étais censé le déclarer. 3916 bis, c'est le nom le numéro du formulaire. Donc, tout ce qui est Kraken, Binance et autres, tu es censé l'avoir. Après, personne ne te demande de donner ton adresse de ta ledger. C'est juste que si tu veux faire les calculs, bah, il faut l'extraction en fait, des transactions qui ont été faites. Et c'est à toi de voir si tu utilises du Exodus et autres. Tu n'es pas obligé d'utiliser Waltio. Tu peux faire les extractions à la main. C'est à toi de le faire. Waltio, il y en a d'autres, des softs. C'est juste un outil qui permet de faire de l'extraction et de corréler ces données. Mais il y a plein d'autres sites et plein d'autres outils qui te permettent de faire ça sans forcément donner ton identité. Par exemple, tu vas sur des sites comme The Bank, tu colles ton adresse publique, tu vas retrouver toutes tes transactions, tout ton farming, tout ça. C'est disponible dans l'explorateur blockchain. Là, on parle bien sûr de blockchains qui sont transparentes, hein.
Si vous allez me parler de certaines blockchains qui sont opaques, dont je ne peux pas donner de nom, sinon on va se faire encore straquer la vidéo, vous allez être bloqué de ce côté-là. Mais je pense que vous avez certaines notions quand même d'anonymat. J'ai vu sur leur site d'ailleurs qu'on pouvait ne pas déclarer les actifs sur Ledger. C'est un non-sens car on demande la totalité des folios en crypto. Jamais le fisc vous demande l'intégralité des cryptos en folio. Le fisc, ce qu'il vous demande, c'est si vous avez fait des plus-values, s'il y a eu des événements imposables. Et ces événements imposables, les compter, les calculer pour arriver à calculer une imposition dessus. Si vous allez, et ça je le répète, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'oublient, quand vous utilisez des cartes bancaires crypto, là, celles de chez Ledger, de chez Binance, Crypto.com, et que vous payez votre baguette de pain, à chaque fois, c'est un événement imposable. Quand vous achetez avec votre crypto un RWA, c'est un événement qui est imposable. Et donc, il faut le calculer dans la partie fiscalité à la fin. Et oui, c'est sur ton portefeuille, c'est sur la valeur totale du portefeuille à chaque fois qu'il faut calculer. Donc, plus vous allez avoir de petites transactions, plus ça va être long, plus ça va être compliqué en fait. Alors, je ne vais pas parler de ma situation personnelle parce qu'en fait, je n'ai pas forcément envie de m'exposer. Ça fait partie des choses dont on parlait au préalable. Mais aujourd'hui, il n'existe pas d'exit tax sur la crypto. Je dis bien aujourd'hui parce qu'avec le plan de finance qui est avancé par le gouvernement, ça pourrait changer. Et après, il y a 2 choses. Beaucoup de personnes pensent qu'en allant, je ne sais pas, à Dubaï ou je ne sais où, ils peuvent cash out et revenir en France. Ça ne marche pas comme ça. Vous allez pouvoir sortir l'argent. Déjà, quand vous allez prendre l'avion, c'est 10 000 $. Après, il faut le déclarer au-dessus, hein. Donc, il va falloir faire quelques allers-retours. Et surtout, quand vous allez redéposer cet argent en France, on va vous demander d'où il provient. En France, là, j'ai vu qu'ils ont changé la loi. Maintenant, tout virement de plus de 1 000 €, tout paiement de plus de 1 000 €, il faut qu'il soit identifié, qu'il y ait la personne derrière et qu'on sache pourquoi ça a été fait. Donc déjà, ça va vous bloquer. Et puis, le cash out n'est important qu'une fois que vous êtes résident fiscal d'un autre pays. Et pour être résident fiscal d'un autre pays, en France, il y a 4 critères majeurs sur lesquels c'est basé. La première, et il faut au maximum les cumuler. S'il y a un des critères qui est potentiellement ambigu, on peut vous qualifier en tant que résident fiscal français. Le premier, c'est votre lieu de vie. Il faut passer plus de 181 jours, 181 ou 183, plus de 6 mois globalement en France pour être considéré comme résident fiscal français. Si vous passez, par exemple, plus de 6 mois à l'étranger, dans plusieurs pays, bah, c'est pas grave, c'est en France que vous allez être résident fiscal. Par contre, si vous passez, je sais pas, 3 mois en France et 8 mois dans un autre pays, potentiellement, il faudra que vous demandiez la résidence fiscale. Il faut la demander. Vous ne l'avez pas automatiquement, il faut la demander la résidence fiscale dans l'autre pays et expliquer à votre pays d'origine que vous avez déménagé. Et ça prend quand même un certain temps. Ça, pour l'avoir fait, c'est de la paperasserie, c'est assez long et assez chiant à faire. Deuxièmement, c'est les intérêts économiques. C'est-à-dire que si votre salaire, si votre argent est gagné en France, où que vous soyez dans le monde, vous allez être imposé en France, fiscalement parlant. Il est possible d'avoir des cas de double imposition quand il n'y a pas d'accord fiscaux entre les pays. C'est-à-dire être imposé en France et dans le pays dans lequel vous êtes. Aujourd'hui, la France a quand même beaucoup d'accords fiscaux à travers le monde, donc ça, c'est globalement pas trop problématique. Donc si, par exemple, je sais pas, vous touchez un salaire ou des rentes C'est la source français, principale de tes revenus plus que ton salaire. voilà, Hein. c'est la source exactement, c'est la source principale de tes revenus. Donc tu vas être résident fiscal français. Donc tu auras beau cash out à l'autre bout du monde, on va t'imposer comme si tu étais en France. Et tu es obligé légalement de déclarer comme si tu étais en France. Ensuite, le troisième aspect, c'est tes intérêts de vie. C'est-à-dire que où vit ta famille, où vivent tes enfants, Ta où compagne, sont tes tes activités enfants. Ouais. majeures. Beaucoup de politiciens et de personnes un peu influentes en France sont fait retoquer à cause de ça. Parce qu'en fait, ils vivaient soit en Belgique, soit en Suisse, et leurs enfants faisaient des études en France. Et la majorité de leur vie était en France, la majorité de leur patrimoine était en France, et donc ils les ont retoqués sur ça. Et après, le quatrième point, si vous n'êtes pas arrivé à prouver les 3 points avant, c'est le passeport. Et ça m'a fait flipper. Pourquoi? Je vous l'explique. C'est qu'aux US, où que vous soyez dans le monde, vous êtes résident fiscal US. C'est l'imposition sur le passeport. Ça, il n'y a pas de marge de négo, c'est comme ça. Et en France, il y a quelques mois, il y a un politicien qui a commencé à amener cette chose-là sur la table. Et là, je crois que j'ai vu dans mon entourage d'expats une grande vague de personnes qui se posaient la question de quels étaient les passeports à acheter dans le monde et quelle était la manière la plus simple de rendre son passeport français. Vous voyez à quel point ça peut en arriver en fait. Après, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Quand vous avez le passeport d'un pays, vous avez des devoirs, hein, il ne faut pas l'oublier. Ça, c'est toujours très important.
Mais voilà, si tu veux cash out, il faut déjà être résident fiscal d'un autre pays, attendre un certain temps et après tu peux retirer. Et après, tu seras sur la fiscalité de ce pays. Il y a des fiscalités qui sont plus ou moins intéressantes. Tu vas au Danemark, on parle de la France, qui a une fiscalité pourrie. Va au Danemark, tu verras la qualité de la fiscalité, hein. Franchement, je crois que je préfère être en France qu'au Danemark. Ou même Et tous les pays nordiques, hein, en moi, pour Allemagne. avoir été en Suède aussi Ouais. un petit moment, tu as des bases de données publiques. Donc là, on s'agit sur les fuites de données, mais sachez que dans les pays nordiques, ils sont très transparents. Encore une fois, c'est une autre mentalité. J'étais en Finlande, j'étais en Suède quelques mois. C'est transparence totale. Donc, c'est-à-dire, tu as une base de données publique où tu tapes le nom de la personne, tu vois où c'est qu'elle habite, combien elle gagne, son âge, tout, c'est hyper transparent et tu peux savoir directement le patrimoine même de ton boss, de tes collègues, tu tapes juste leur nom et tu as une base publique, consultable par tous avec l'adresse, le patrimoine, combien ils gagnent, combien ils sont imposés, c'est tout open. Donc voilà, il y a aussi d'autres systèmes et bon, tu peux toujours critiquer, mais voilà, c'est encore une autre perspective sur ce qui se passe, pas si loin que ça de nous, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Sur l'échelle de la fiscalité, on est dans les pires au monde si on cumule les taxes et autres. Mais par exemple, tu vois, tu disais en Espagne, il y a de l'imposition crypto-crypto. En France, on a l'avantage à l'heure actuelle de ne pas avoir d'imposition crypto-crypto. Et ça, c'est quand même un gros bénéfice. Quand vous sortez un stablecoin pour réinjecter derrière, globalement, il faut quand même pas pleurer de ce côté-là, hein. Après, oui, je le dis à certaines personnes, parce que je vois passer un peu des messages dans ce sens-là dans le chat. Le fisc, les contrôles, comment ça se passe? Je vais prendre la question de Martin. Contrôle fiscal, il est quasi systématique après avoir cash out, grosse somme, j'entends par là, par rapport à nos revenus. Il y a 2 aspects. La première, c'est sur dénonciation. Ça, quand il y a dénonciation, ils ont obligation légale de faire un contrôle. C'est-à-dire que votre voisin, il passe, oh bah tiens, lui, il a une nouvelle voiture, mais c'est bizarre, il bosse en tant que magasinier et autres, il vient d'acheter une voiture qui vaut 300 000 euros. Le fisc, il va vous tomber dessus. Tout de suite. Ils vont pas se poser de questions, ils vont vous tomber dessus. Ou vous allez mettre des photos de vos vacances un peu exubérantes et quelqu'un va signaler. Ou l'algo, parce qu'aujourd'hui, ils bossent de plus en plus avec des IA, le fisc. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a quelques années, je bossais pour une très grosse structure. Via de l'IA, ils détectaient automatiquement les piscines pour savoir si elles étaient déclarées ou non. Quand il s'agit de faire du pognon et d'aller en chercher, vous inquiétez pas, ils ont les compétences et ils ont le savoir pour aller le faire, hein. Là, Et ils développent ensuite, les softs, l'IA, tout ça. Là, ils sont à la ouais. pointe de la technologie. Ouais, T'inquiète ouais, ils sont pas. à la pointe de la techno. Quand il s'agit d'aller chercher du pognon, ils sont à la pointe de la techno. Ce qui en coûte des fois même plus que ce qu'ils récupèrent. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Ensuite, il y a la partie cash out. C'est-à-dire que quand vous allez cash out, premièrement, vous cash out 200 000 euros sur un crédit agricole, votre compte, il est gelé instantanément. La question ne se pose pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle TRACFIN qui va se déclencher derrière. Et à partir du moment où il y a une anomalie bancaire vis-à-vis de votre compte gelé et alerte envoyée. Et après, ça, c'est le fisc qui traite derrière. C'est d'abord la banque et après le fisc qui traite derrière. Donc, si vous cash out un gros montant, et c'est pareil, si vous commencez à cash out, je ne sais pas, 2 000 euros tous les mois, hop, pardon. Vous cash out 2 000 euros tous les mois pendant un an, c'est pareil, on va vous tomber dessus. Comme les grosses rentrées d'argent en cash. Tout est fait pour qu'on puisse vous tomber dessus à n'importe quel moment, à la moindre erreur. Donc en fait, à partir du moment où vous voulez cash out, il faut absolument être clair d'un point de vue fiscal. Il faut prévenir votre banque en disant voilà, je vais rentrer de l'argent, ça vient de là, voici les documents, voici les preuves, voici comment je vais le faire, voici comment je vais le déclarer. Ensuite, vous faites un premier virement et vous voyez ça avec votre chef de banque, hein, vous ne voyez pas ça avec la personne à l'accueil, on est bien d'accord. Ou vous êtes dans des banques d'investissement qui ont l'habitude de gérer de l'argent. Parce que les banques traditionnelles, elles n'ont pas l'habitude de gérer de l'argent. Elles gèrent des petits montants. Quand vous arrivez déjà avec des portefeuilles de société, 2 fois sur 3, ils vous regardent avec des yeux écarquillés. Mais voilà, faites très attention à ça. Et si pareil, vous arrivez et que vous ramenez, je ne sais pas, 5 000 euros en cash tous les mois, c'est pareil, on va vous taper dessus. Et en France, et voilà, dans le genre de choses que j'aime en Thaïlande par rapport à la France, c'est que j'en parlais avec une personne, je suis allé me faire un costard en Thaïlande. Et le mec, il acceptait le paiement en crypto, donc je parle un peu avec lui. Et il me dit, j'ai retiré, combien il m'a dit? L'équivalent, ça faisait à peu près l'équivalent de 40 000 euros en cash à la banque. Je lui dis, mais tu as pris rendez-vous avant et autres? Il dit, bah non, je suis allé au comptoir, je leur ai demandé l'équivalent de 40 000 euros, ils me les ont donnés. Ils m'ont sorti les billets. Et puis, je suis allé payer, il a acheté un terrain à côté pour une usine, un truc comme ça. Je lui dis, mais et il me dit, mais pourquoi? Je lui dis, mais en France,
Tu viens demander 1500 balles, on te demande 4 justificatifs, on te demande 72 heures. Et si tu veux plus, c'est impossible. Tu peux pas, en France, tu peux pas retirer 40 000 euros en cash comme ça. À moins d'être dans des banques d'investissement privées où là, tu as une négociation directe. Mais vous êtes dans n'importe quelle banque physique, c'est inenvisageable. Alors qu'il y a plein de pays dans le monde où c'est tout à fait possible. Et moi, je l'ai vu. Je suis arrivé, je suis chez Bangkok Bank, qui est la banque systémique de Thaïlande. Et vous retirez le montant que vous voulez, en fait. Et ils vous disent, par contre, au-dessus de, je crois, c'est 100 000 euros, un truc comme ça, ils vous demandent 12 heures. Parce qu'il faut qu'ils aillent chercher les fonds. Il faut qu'ils appellent un camion pour faire venir les fonds. Tu vois, c'est 100 000 euros. Et le gars, il te dit, je suis désolé, il me faut 12 heures le temps qu'on fasse venir un camion. Et voilà, en fait, c'est le genre de choses où on est déconnecté de la. En France, on n'a plus accès à notre argent, en fait. C'est fou, ça. Alors, je vais reprendre un petit peu les questions. Alors, les conditions pour être résident fiscal thaï sont à peu près les mêmes, sauf qu'en fait, on est sur une taxation. Alors, elle n'est pas officiellement territoriale, mais elle fonctionne comme une territoriale. C'est-à-dire que tout ce que tu gagnes en dehors de la Thaïlande n'est pas considéré comme fiscalement imposable en Thaïlande. Par contre, tout ce que tu ramènes est imposé en Thaïlande. Donc, il faut ramener assez d'argent sur le territoire thaï pour être considéré comme fiscalement résident en Thaïlande. Et il y a des démarches comme le Tax ID à faire. Et après, il faut faire les papiers. Par contre, c'est un vrai plaisir. Voilà, pour vous donner un peu un ordre d'expérience. Théo, tu nous parleras de ton expérience sur la déclaration en Espagne, de comment c'est simple de remplir des papiers. À chaque fois que j'ai eu besoin de remplir des déclarations en France, c'est un calvaire. Vous avez 15 fiches, plus un dictionnaire complet pour comprendre s'il faut cocher la 8UU ou la 35B. Là-bas, vous arrivez, vous allez au centre des impôts, il n'y a jamais personne. C'est simple déjà. Vous lui dites, je veux mon tax ID, voilà mes comptes, voilà combien j'ai ramené en Thaïlande. L'autre, elle vous donne votre tax ID. Après, tu dis, bah, je veux payer mes impôts. OK. Elle te demande d'où provient cet argent. Tu lui montres des documents comme quoi bah, c'est différentes sources de revenus. Elle va remplir le formulaire pour toi. Elle va optimiser pour toi. Mais quand je vous dis elle va optimiser, c'est que moi, elle m'a mis des optimisations en mode abattement sur ci, abattement sur ça, parce qu'elle connaît exactement la fiche en entier. Et à la fin, elle te dit, bah voilà, tu dois payer tant. Tu payes sur place, tu prends ton rapport, merci, au revoir, ça y est, tu as payé tes impôts. Ça t'a pris 1 heure et c'est rempli impeccablement parce que c'est rempli par le fisc eux-mêmes. Comment ça se passe, toi, en Espagne, justement, quand il faut faire les déclarations? Ça va m'énerver. Tu vois, ça m'énerve de t'entendre dire des trucs comme ça parce que on se plaint de la France, mais encore une fois, hein, je vous dis, il y a des pays limitrophes, ça peut être autant, voire pire au niveau administratif, et en Espagne, c'est chiant. Donc, c'est pareil, tu as des formulaires à n'en plus finir avec des cases, je sais pas je sais pas combien tu as d'options possibles, et pareil, et encore, moi, ça va, parce que tu as aussi les plus-values sur les actions. Moi, j'ai des actions à dividendes aussi, donc tu as des formulaires à remplir, pas à la même date, où il faut que tu calcules toi-même tes trucs avec la double imposition, ou alors bah, tu passes par un cabinet spécialisé, en fait, parce que c'est tellement chiant que tu peux. Mais par contre, le problème, c'est que, et ça, c'est un des soucis que j'ai eu, et je pense qu'en France, il y a peut-être ce souci aussi. Donc faites gaffe aussi sur les fiscalistes, prenez pas n'importe qui, parce que pour justifier certaines prestats, en fait, ils te demandent de leur filer certains trucs pour pouvoir utiliser justement leur logiciel, pour avoir plein de pages, plein de rapports, plein de calculs qu'ils ont bien travaillé. Du coup, tu dois payer bien cher. Et du coup, ils te font déclarer, ces salopards, des trucs que tu n'avais pas besoin de déclarer, tu vois, parce que moi, j'en ai fait plusieurs. Le mec, il dit, il faut tout déclarer, machin. Au final, tu te renseignes un peu, tu vas en voir d'autres et tout. Il dit, non, mais au final, non, t'as pas besoin de faire ça. Ça, c'est obligatoire. Ça l'est pas. Donc, ça, t'es obligé de le faire. Ça, non. Et du coup, tu peux quand même être un peu plus voilà, t'es pas obligé, comme l'a dit Mick en France, de tout déclarer en donnant tout ton portefeuille, toutes tes adresses, tout ce que tu as. Il y a certains trucs que tu dois faire, ça t'y coupe pas, mais il y a d'autres choses qui, pour l'instant, c'est en discussion, machin. Donc, il faut se renseigner un peu, mais en Espagne, c'est pas comme en Thaïlande, hein, c'est chiant. Et en général, tout le monde est comme ça. Après, on a jusqu'à début juin, nous, pour la période est un peu différente qu'en France. Mais globalement, il y a beaucoup de gens qui parlent par des restauria qui s'appellent, des gestionnaires, des entreprises qui sont spécialisées, qui font ça, qui font leur business là-dessus. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, en Espagne, et ça pour l'instant en France on l'a pas encore, mais ça pourrait arriver, il y a tout un business florissant justement de ces restauria qui en fait s'occupent de l'administratif, mais qui vous réservent en fait des places. C'est-à-dire que pour avoir des places avec l'administration, c'est pas comme voilà, en Thaïlande où tu vas toquer à la porte, ils te prennent dans les 15 minutes. Il faut que tu réserves en ligne
ta place pour aller présentiellement à l'administration, sauf que, alors, et ça c'est la première fois, en France on n'est pas encore à ce niveau-là, mais pour certaines administrations qui sont totalement collapsées, il y a pas de place, tu te connectes le lundi matin à 8h, il n'y a pas de place, le mardi, tu spammes le truc, et en fait il y a des horaires précis, c'est-à-dire le dimanche soir à minuit, alors soit tu spammes le site, soit tu appelles en fait, mais il faut vraiment attendre le dimanche soir à minuit. Moi j'ai des potes qui étaient justement pour demander le chômage en fait, pour avoir un rendez-vous. C'était impossible. J'ai passé 2 semaines et en fait, la seule technique, c'est d'appeler le dimanche soir après minuit, mais pas minuit 10 parce qu'après, tout est saturé et les rendez-vous sont pris parce que tout le monde attend à minuit 10 pour appeler, pour réserver une cita, un rendez-vous présentiel pour pouvoir faire les démarches. Et en fait, la DGT, c'est pareil. Tout ce qui est permis de conduire, la Direction Générale des Traficos, c'est pour avoir, enfin, tout ce qui est permis de conduire et tout, c'est pareil. Et en fait, t'as plein de trucs comme ça. Le international en France, t'as mis combien de temps à l'avoir? Parce que j'ai mis 8 mois moi à l'avoir. T'as un mec à Nantes qui prend je l'ai pas, frérot, parce que j'étais à DGT. Et alors, moi, j'arrive comme ça, mon permis français et tout. Alors, déjà, j'ai pas réservé au bon service parce que déjà, tu spammes le truc. T'as pas de rendez-vous. Dès que t'as rendez-vous, putain, tu fais, putain, j'ai passé une semaine, vas-y, j'ai pris des trucs, j'ai dit, allez, je prends ça. Au final, je me suis trompé, parce que t'as 10 choix possibles. Je me suis trompé, en fait, dans la case. Et en fait, je me suis pointé, la meuf, elle m'a regardé, elle fait, ah, mais c'est pas là. Mais comment on fait? Attends, mais moi, ça fait 2 semaines que j'essaie de prendre le rendez-vous. Je me suis pointé à l'heure précise. Vous m'avez fait attendre 1h30 parce que c'est pas parce que tu as un rendez-vous que tu vas passer à l'heure. Hein. En fait, ils te laissent rentrer un quart d'heure avant, mais tu as 2 heures de queue après, en fait. Donc, moi, je me suis pointé 1 heure avant. Ils m'ont fait attendre 3 quarts d'heure dehors parce que je pouvais pas rentrer dans la salle d'attente parce qu'il y avait trop de monde ou il fallait que je rentre juste 15 minutes avant mon rendez-vous. Je suis rentré 15 minutes avant. J'ai attendu 1h30. Je suis arrivé à mon papa, elle m'a dit c'est pas le bon truc, je peux rien faire pour vous, mon pauvre monsieur. J'ai beaucoup de travail, regardez, il faut reprendre rendez-vous. Voilà. Je me suis levé, j'ai rien dit, je me suis barré. Ça m'a tellement énervé en fait, et voilà, c'est ce genre de truc. Donc c'est tout comme ça. Donc pensez pas qu'en France on est les pires non plus. Il y a des très bons exemples à côté, et du coup le permis international je l'ai toujours pas parce qu'il faut que je demande en plus en France. Enfin voilà, c'est des démarches à faire en France plus en Espagne. Et du coup j'ai dit bah tant pis. Permis international, comme quand on est venu en Thaïlande, ça c'est toi qui conduis, on prend des taxis, mais non, je me lance pas là-dedans, merci. Mon temps est trop précieux pour faire. Ça, c'est un truc moi qui m'a rendu fou. 8 mois pour avoir le permis international, j'étais déjà parti, donc en plus j'ai dû le récupérer par de la famille à Hong Kong et autres. Et j'arrive en Thaïlande, je leur donne. Un quart d'heure après, j'avais mon nouveau permis Thaï. Je me dis mais à quel moment le système il est explosé en fait à ce point-là? Mais bon, on va essayer de revenir un peu sur la fiscalité. Non, mais c'est important de retour d'expérience parce que comme ça, tu vois les négatifs, les positifs, et comme ça, tu compares un petit peu parce qu'il y a du bon, il y a du mauvais, mais c'est intéressant, je pense, de partager pour certains points. Au moins, tu as différents retours d'expérience. Il y a des pays, en fait, c'est les enfers. Hein. C'est les enfers de l'administration. Et j'ai l'impression de tous les retours que j'en ai eu, tous les pays d'Amérique latine sont un peu sur ce modèle-là. Tu as l'impression que c'est le modèle européen qui a été calqué et avec de la papasserie dans tous les sens et autres. Après, en Asie, il y a des trucs, des fois, sur certaines demandes, c'est un peu embêtant, c'est un peu compliqué. Il y a des fois où ils te font du blocus. Au Japon, je connais 2-3 expats où, par exemple, le père est français, la mère est japonaise. Le gamin, si le père il va à l'administration, ils veulent pas lui faire les papiers. Parce qu'ils estiment que le fils est japonais, mais pas lui. Il y a des fois, il y a des délires, il y a ce genre de trucs. Ouais, ça, c'est 12 travaux d'Astérix, mais vraiment. Mais en France, moi, c'est un des trucs qui mais 68. Exactement. C'est un enfer pour. Ouais, non, mais vraiment, tous ceux qui sont en Espagne, qui ont des sociétés hautes, me disent tous la même chose. Hein. C'est vraiment. Moi, je pense que j'y resterai pas toute ma vie non plus parce que c'est vrai que c'est très galère. Après, le cadre de vie est très sympa, la météo est très sympa, les gens sont plutôt cool, mais c'est vrai que dès que tu dois n'importe quelle démarche auprès de l'administration, c'est un peu comme en France, tu te fais putain, va falloir s'y mettre, ça va prendre du temps, je vais être au téléphone, ils vont pas savoir quoi dire, il va falloir que je prenne rendez-vous en ligne, et la plateforme est buggée, ça marche pas. Donc ça, c'est un des côtés qui est chiant. Mais voilà, il y a toujours des avantages, des inconvénients. Ça, pour le coup, c'est un des gros inconvénients, parce que c'est hyper chiant. Bah, tu vois, moi, effectivement, même les Espagnols, ils savent pas comment faire. Donc quand t'es un touriste, franchement, soit tu payes pour tout et on te le fait, soit tu essaies de te démerder par toi-même, mais c'est la croix à la bannière. Quoi. Donc, voilà. Ouais, tu vois, je pense que ça, c'est un truc, moi, aujourd'hui, que je prends vraiment en compte dans mes critères lorsque je m'expatrie. Lorsque je devais choisir un pays,
Parce qu'en fait, je l'ai vu avec l'Estonie où, pareil, ça roule super bien. Le truc est, il y a la blockchain depuis super longtemps, tout est numérisé, tout est informatisé. Tu arrives, tu branches ta clé, tu signes les trucs à distance. C'est un vrai plaisir et en fait, quand tu passes de la France à ça, tu peux plus revenir en arrière. Une fois que tu as goûté à ça, à l'administration qui marche, tu peux plus revenir en arrière, en fait et ça rend complètement dingue. Moi, c'est un truc, ça me fait péter un boulon et j'ai pas la patience. Je pense que j'ai pas la patience que tu as, moi, parce que c'est des trucs, au bout d'un moment, je finis par payer des gens, en fait. J'ai tellement plus envie de le faire que ça me rend fou. Bah, tu fais un peu les deux, mais bon, t'essayes par toi-même et Ouais, après, tu ouais, vois si voilà, t'es trop galère. tu Quand ça fait 2 semaines que t'as pas avancé d'un pet et que t'as perdu une bonne douzaine d'heures, tu fais bon, mais tant pis, je paye. Mais c'est un peu Ouais, voilà. triste, mais la plupart des gens, c'est ce qu'ils font, hein. Surtout quand t'es expat, parce que c'est trop chiant sinon, quoi. Prime Time qui dit: «Est-ce qu'on renseigne une fois nos comptes crypto? On doit les déclarer tous les ans». Tu dois déclarer tes comptes ouverts tous les ans et si tu en as fermé un ou ouvert un au cours de l'année, précédente également. Mais après normalement, aujourd'hui dans les formulaires, tu as juste à cocher la case et ça te remet toutes les précédents comptes que tu avais déjà ouverts. Donc normalement, c'est assez rapide. La première fois, c'est long à faire, mais après ça se fait bien. Bah, tu vois, en Espagne, juste pour, L'imposition ouais, point- vas-y, vas-y. sur les comptes, juste encore point de différence, t'as pas besoin de déclarer les comptes où il n'y a pas plus de 50 000 euros, que ce soit à l'étranger. Donc en fait, c'est un peu plus simple sur ce point-là, parce que pour le coup, c'est pas n'importe quel compte ouvert avec un IBAN, c'est des comptes où tu as plus de 50 000 euros au 31 décembre qu'il faut déclarer. Donc c'est un peu plus Donc simple. tu restes à 49 999, au 30 décembre et au 2 janvier, tu es à 50 001, tu es bon. Oui. Ouais, alors qu'en France, c'est les montants de la fine, de l'amende, qui diffèrent. Si tu as moins de 1 500, si tu as moins de 50 000 €, je crois que c'est 1 500 € d'amende, un truc comme ça et après c'est plus élevé. Alors sur l'imposition sur les RWA, il y a pas de ça se défend, en fait. C'est tout produit, qui n'est pas considéré comme cryptoactif et fiscalisé, de manière, imposable, en fait. Il y a pas si ton RWA, c'est, des actions qu'il y a en dessous, bah, c'est imposé, en fait. C'est tu passes d'une crypto, de tes cryptos, à quelque chose, à un bien ou un service ou à un produit et donc tu as imposition. Il y a pas de négociation de ce côté-là. Exactement, le fils veut savoir comment on calcule la plus-value. Il n'a rien à faire de toutes les transacts. Qualtio récupère tous les transacts pour calculer la valeur totale de nos wallets. Mais faites très attention, comme je dis, hein, il y a souvent des trous dans la raquette, hein. À l'instant T, comme ça, si tu as cash out en euros à une date précise, ils peuvent calculer la valeur de tes wallets à ce moment précis pour calculer la valeur, la plus-value à déclarer. Sous condition d'avoir bien toutes les bonnes informations et de vérifier les calculs qui sont faits, c'est très très important. L'imposition crypto, ils en parlent aussi en France par jalousie comme toujours. Beh, bien sûr, quand il s'agit d'être taxé du pognon, on trouve toujours des bonnes idées, ça c'est sûr et certain. Ils ont une bonne idée, regarde ce qu'ils font. Ah, et nous, on l'a pas, ça Ouais, encore. on n'a pas encore cette carte Pokémon là, viens on la sort. Biscay il balance les autres personnes d'accompagnement. Ouais, ouais, il y en a qui vendent des tracteurs. Effectivement, ils vendent pas de la crypto, ils vendent des tracteurs. Donc ça passe à travers. Ah bah, ça c'est attends, on reste sur les questions, TVA et autres et impôts et après on prendra d'autres questions, BTC passe de 10 K à 100 K le temps de remplir les formulaires en France. Tu peux sortir et après remplir les formulaires. Mais, quand je dis sortir, c'est en gros, passer de crypto à stablecoin. Au moins, ça te laisse du temps de faire toutes tes déclarations, de calculer et c'est plus simple de calculer la plus-value, sur des mouvements de stablecoin que de calculer de la plus-value sur un BTC qui va varier du jour au lendemain et ça te laissera plus de temps pour compter ça, en fait. Vous pensez quoi de la news sur le prêt Lombard qui donne la possibilité d'emprunter des euros en mettant en collatéral de la crypto? Alors, je ne l'ai pas vu passer. J'avoue que toutes les coques fiscales et autres françaises, je m'y intéresse de moins en moins. Bah, de toute façon, en fait, c'est simple, j'en ai pas, donc ça m'intéresse pas. Et aujourd'hui, je suis pas fan d'aller déposer de ma crypto en collatéral pour prendre des euros. Je préfère garder mes cryptos comme elles sont. Et il y a plein d'autres moyens de les faire fructifier et de travailler dessus. Et pour moi, aujourd'hui, ils sont tellement dans la dèche d'aller récupérer de l'argent pour essayer de combler tous les trous qu'il y a de partout, que moins je leur en donne, mieux je me porte, en fait. Voilà. Mais après, chacun fait comme il l'entend. Bah, Moi, je nous, on pense a que pu les passer cryptos, vous la news. devez garder une certaine souveraineté.
Ouais, mais j'en ai parlé aussi. Et déjà, moi, personnellement, bah, c'est un peu vert, hein, parce que ça vient d'être confirmé que tu pouvais le faire avec toutes justement les réglementations, tout ce qui est PSAN. Bon, ça laisse des possibilités. Mais il y a des, comme tu l'as dit, Mick, il y a des conditions. Donc, c'est-à-dire, c'est pas les cryptos sur ton wallet, c'est qu'il faut que tu les déposes sur une plateforme agréée PSAN. Et ensuite, tu peux emprunter effectivement, apparemment, d'après ce que j'ai vu, et je suis pas fiscaliste non plus, des cryptos et enfin, tu peux déposer tes cryptos pour emprunter des euros et ça n'implique pas d'imposition, mais il y a quand même des conditions au niveau de qui détient les fonds. Et pour le coup, moi, c'est pas quelque chose que je ferais non plus. Déjà, j'attendrai que ça se mette en place, hein, que les premiers se cassent les dents dessus, parce qu'il doit bien y avoir des petits trucs comme ça, des petits astérix bis en bas du truc qui disent oui, mais Ouais, attention, bien parce sûr. que là, machin. Donc ça, c'est à voir comment ça se met en place parce que c'est très récent. Et ensuite, voilà, si tu veux mettre tes cryptos en collatéral, il y a des choses à faire dans l'écosystème DeFi. Il faut regarder aussi comment c'est imposé et tout. Mais oui, pour le coup, tu gardes vraiment tes fonds avec un contrôle beaucoup plus poussé. Et bon, ça peut être du staking. Il va falloir peut-être que tu laisses tes fonds, mais dans l'idée, je ferais plus confiance à un Aave qu'à un prêt Lombard, tu vois, pour l'instant, pour mettre quelque chose en collatéral et obtenir des fonds. Sans compter Ouais, que après, je très pense. certainement, tu peux emprunter des stablecoins, payer l'imposition. Enfin, je sais pas trop comment ça peut se passer, tu vois, mais quand même récupérer des euros avec tes prix crypto. Ouais, il va falloir que tu passes par l'imposition, mais c'est quand même faisable aussi. Même si Ouais, pour le après, coup, il y a tu as de des très l'imposition. grosses cultures, hein. Il y a des très grosses institutions financières qui vont permettre, je pense, ce genre de choses. Quand le BTC va être un peu compliqué à obtenir, tu auras des BlackRock et autres qui vont permettre de faire ce genre de trucs. Je vois pas pourquoi ils ne le permettraient pas. C'est-à-dire que tu arrives, tu leur déposes du BTC. Eux, ça va permettre de générer des nouveaux ETF spot. Et en échange, tu peux emprunter. Ou tu peux emprunter d'autres valeurs chez eux, tu vois. Et j'aurais beaucoup plus Oui, mais confiance dans des institutions chez financières qui BlackRock, vont. pas aux banques françaises avec leur crédit Lombard ou je sais pas quoi. Oui, c'est ce que je dis. J'ai beaucoup plus confiance dans des instituts financiers qui ont cette structure-là que dans une banque française. Pour moi, ils sont beaucoup plus stables d'un point de vue financier, hein.